Ok, donc bonsoir. C'est donc la soirée des livres, comme je vous le disais, organisée par la communauté de Madrid pour la commémoration de la journée du livre qui arrive prochainement. Et donc cela fait partie des activités programmées en termes de littérature. Et donc notre motivation, c'est de donner le protagonisme aux livres. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Des événements comme celui d'aujourd'hui sont toujours bienvenus pour faire la part belle aux livres, si vous voulez. Aujourd'hui, nous allons donc fêter la journée du livre avec une anthologie de poésie intitulée Prodige, qui est éditée par une maison qui présente de véritables petits bijoux au public de par leur valeur littéraire, mais aussi de par la valeur que révèle l'édition en soi. La responsable de la maison d'édition est ce soir avec nous, elle nous en parlera peut-être un petit peu plus tard. Véritablement, nous sommes ravis que cette maison ait voulu publier cette petite merveille, comme je vous le disais, qui s'articule autour de deux volets. D'une part, un recueil de poésie de tous les temps, poésie arabe, qui est encore relativement méconnue en Espagne et qui gagne à être connue justement, les cultures arabes. Et donc ce livre met en relief la variété, la multiplicité, la richesse et l'ancienneté également de cet art qu'est la poésie. Le second volet qui fait de ce livre un élément extraordinaire, ce sont les illustrations du grand Rachid Koraïchi, qui nous accompagne aussi ce soir et qui va nous permettre d'éclairer un petit peu plus au fil de la conversation ce qu'il a voulu apporter par ses illustrations. Les personnes qui sont avec moi, eh bien, il y aura Estrella, la responsable de la maison d'édition, ensuite Pedro Martínez Montavez, qui est arabiste connu, qui est l'un des grands noms des arabistes espagnols et qui a apporté ses conseils à la partie littéraire de cet ouvrage. Et puis Rachid Koraïchi qui nous accompagne aussi. Et bien, je vais vous lire, comme cela est de rigueur, quelques petites données biographiques. Rachid Koraïchi, c'est l'une des personnalités les plus importantes de l'art contemporain international. Il a étudié à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger et à Paris également. Il a aussi été à l'école nationale des arts décoratifs de Paris. Il respecte la tradition suffit, mais avec un air de modernité. Il a créé des expositions, des pyramides, des expositions murales, des tapisseries, etc. Quelques-unes de ses créations font tout à fait honneur à son grand œuvre. Il a également participé à des projets de l'UNESCO pour la tolérance et notamment une installation qui s'appelait Les Maîtres Invisibles est à souligner. Il a travaillé avec le musée Victorien et Albert de Londres dans une collaboration très intéressante et il a gagné de nombreux prix aussi pour son travail. M. Koraïchi est l'un des artistes contemporains les plus reconnus du monde arabe actuel. Pedro Martínez Montavez est l'auteur de nombreux livres et articles sur le monde arabe contemporain, la culture, l'histoire, etc. Il a apporté ses réflexions sur le passé, le présent et l'expérience en Andalousie. Il a contribué à faire connaître l'œuvre de grands poètes, arabes. Parmi les plus connus. Différents livres aussi qui étudient et analysent la culture arabe sous ses divers angles font aussi partie de sa trajectoire. Il a été recteur de l'Université autonome de Madrid. C'était le premier recteur élu démocratiquement en Espagne. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités, dont celle de Grenade. Et ça, c'est pour la première partie de cette veillée. Et ensuite, en seconde
partie, nous aurons l'honneur de pouvoir écouter la poésie récitée par Samuel Alonso et Abdelhamid Znaidi au son du luth d'un des grands musiciens arabes. Estrella, c'est à vous. Merci. Merci à vous tous d'être présents ici ce soir. Pour moi, c'est véritablement un honneur de partager avec vous et de partager cette veillée avec des personnes que j'admire et que je respecte énormément. D'avoir l'opportunité de présenter cet ouvrage, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Je remercie tout particulièrement Pedro Martinez Montavez pour cet élan qu'il a donné à cette aventure et tout particulièrement à sa fille Rosa Isabel qui nous a aidé à regrouper les poèmes de ce recueil qui ont permis de faire entendre la voix d'un certain nombre de poètes. Plus de 50 poèmes composent cette anthologie, une anthologie de poésie arabe qui est véritablement un chef-d'œuvre. Ensuite, notre travail en tant que maison d'édition a été, pour paraphraser l'écrivaine Anna Maria Matute, dès le début de la préparation de cette édition, il y a eu une série d'énergies, de confluences favorables qui ont rendu possible la publication de cet ouvrage. Je vais vous raconter une petite anecdote très brièvement. Lorsque l'édition française est arrivée entre mes mains, en fait, c'était je me promenais tranquillement dans une librairie, pensant choisir tranquillement un ouvrage. Et voilà, je suis tombée sur ce livre, je l'ai amené à mon éditeur et je lui ai dit voilà, il va falloir absolument le publier nous aussi. Et donc, le directeur de publication de notre maison se trouve à Buenos Aires. Et donc, nous avons fait une vidéoconférence par Skype. Et je lui ai dit, Sébastien, regardez, ce livre est fabuleux. Et il m'a dit... Et alors, quelle ne fut pas ma surprise, parce qu'il m'a en fait montré le même livre qu'il avait trouvé lui aussi à Buenos Aires. Il m'a dit, mais évidemment, on va le publier. Alors, imaginez, tout un tas de possibilités s'ouvraient finalement à nous. Et parce qu'évidemment, une maison d'édition a toujours énormément de projets en cours, et le fait de coïncider sur un même ouvrage, c'était vraiment fabuleux. Et en fait... il m'a laissé entendre que finalement c'est le livre qu'il avait choisi lui, et j'ai eu exactement la même sensation. Donc voilà, nous sommes une maison d'édition qui, je le rappelle, s'appelle Libros del Zorro Rojo, qui tente de publier des livres qui ne laissent pas le lecteur impassible. Prodige. En fait, on peut dire que ce livre a lui-même choisi son titre. C'est un livre qui ne va laisser personne indifférent. C'est un livre où chaque double page est une expérience nouvelle à vivre. Grâce à l'excellence artistique de Rachid Koraïchi, mais aussi aux mots, à la poésie. Nous voulons que cet ouvrage, comme Pedro Martinez Montavez dans son prologue, ce livre nous permette de parcourir une galerie immense, ponctuée de tapisseries, de miroirs lumineux. La tradition suffit de la découvrir. Le livre est un livre sacré. Pour nous, en outre, la poésie est également sacrée. Les mots qui, d'une façon ou d'une autre, nous mettent en lien avec nos semblables. Prodigios, c'est une anthologie, mais c'est une partie infime de la tradition poétique arabe. Nous en sommes tout à fait conscients. Il est absolument impossible de tout regrouper, de tout englober. Mais ce livre est un carrefour de sensibilité, un point de rencontre.
je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Que pourrais-je dire lorsque l'on a à côté de soi des personnes aussi illustres? Je vais céder la parole à Pedro Martínez Montaves, mais avant de terminer, je vais juste vous réciter un poème qu'il a traduit dans ce livre. Alors, vous allez m'excuser parce que je ne suis pas une professionnelle de la récitation. Le voy a necesitar para pronunciar el nombre del poeta. El título es El canto de la lluvia. C'est le chant de la pluie. Tus ojos son dos bosques de palmeras al rayar la mañana, o como dos colinas de las cuales la luna se alejara. Al sonreír, tus ojos, se renuevan los pámpanos y danzan las luciérnagas, como lunas que el remo agitara en el río suavemente al lucir la alborada, con estrellas que laten en sus órbitas hondas. Tus ojos se han bañado en una tenue neblina de tristeza, como un mar que acaricia la tarde con sus manos, como un mar pequeñito, con temblores de otoño, con la muerte y la vida, con la luz y las sombras. Y mi espíritu todo ante ti se despierta con el temblor del llanto y una embriaguez salvaje abrazada a los cielos, como un niño embriagado que temiera a la luna, igual que si las nubes, empapadas, gota a gota, fundiéranse en la lluvia, como risas de niños entre parras, o el silencio punzante de los pájaros, la canción de la lluvia. Y llueve, y llueve, y llueve. Es un magnífico poema. C'est un poème absolument magnifique. Je peux vous assurer que l'original est encore plus beau. C'est aussi un poème qui englobe finalement toute la poésie arabe contemporaine, absolument toute. Dans ses réalités, dans ses aspirations. Veuillez m'excuser, chaque fois que j'entends ce poème, j'en m'en trouve très, très émue, parce que c'est un poème qui me touche profondément. Cela explique que je n'ai même pas pris le temps de vous souhaiter, de vous dire bonsoir. Alors je vais continuer. Je souhaiterais nuancer quelques petites choses. D'abord, ma participation au livre, ma participation est extrêmement limitée. Je tiens à le dire. J'ai simplement écrit le prologue, 2 pages et demie. C'est pas immense. Et puis ensuite, j'ai fourni à Estrella quelques conseils, je lui ai suggéré quelques petites choses, quelques noms, et je lui ai donné quelques orientations, mais voilà, ma collaboration s'est arrêtée là. Je tiens à le préciser parce que je ne souhaite pas m'attribuer aucun mérite qui ne m'est pas dû. Par ailleurs, comme j'ai dit à Cordoue il y a quelques jours, il est difficile de présenter un livre. On croit toujours que c'est simple, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que moi, j'aime bien aller au-delà des conventionnalismes. La présentation d'un livre, c'est donc pas si simple que ça dans le cas qui nous occupe. Le livre, comme l'a dit Nouria, c'est un véritable bijou. C'est vrai, c'est un livre qui est vraiment splendide. Il est extraordinaire et cela est essentiellement dû au monsieur que j'ai à côté de moi, avec un visage si empreint de bonté, qui est donc Rachid Kouraichi. Rachid étant un nom qui est fort en arabe. Alors, très rapidement, j'aimerais me limiter un petit peu
texte proprement dit, à la matière littéraire, parce que Rachid Koraïchi nous parlera de l'aspect illustratif. La poésie arabe, donc, se distingue par plusieurs éléments. D'abord parce qu'elle date d'il y a un nombre incalculable de siècles. On parle d'une histoire de 15 siècles de poésie. 15 siècles de poésie qui donc englobe une période extrêmement longue depuis les débuts et aussi une zone géographique extrêmement étendue. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est une poésie qui s'est développée sur de très nombreux espaces, à de très nombreuses périodes. Et donc tenter de la présenter au cours d'une anthologie, c'est vraiment mission impossible. Les anthologies, dans une anthologie, il manque toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose en trop. C'est inévitable. Dans une anthologie de poésie arabe, c'est encore plus vrai. Ce manque est encore plus flagrant. C'est pour cela que, comme disait Esther il y a un moment, que si on se lance dans un projet tel, dans une anthologie de poésie, c'est une anthologie, il ne peut pas y avoir l'anthologie. C'est forcément une anthologie qui implique de faire des choix. Alors, ensuite, que signifie la poésie au fil de la culture arabe? Eh bien, je vais lire quelques lignes écrites par Emilio García Gómez, l'un de mes maîtres, dont je suis un petit peu élève, j'étais un petit peu un élève dissident, on va dire. Et donc, dans le prologue à un livre, un de mes livres qui a été publié 60 ans, non pas 70, parce que si ça avait été le cas, j'aurais 95 ans, et c'est pas le cas. Les dates ne cadrent pas. Donc, Emilio disait exactement ce qui suit. Entre autres choses, bien sûr, la poésie arabe règne sur la littérature dont elle fait partie depuis toujours. Elle a été la passion du bédouin à l'époque anti-islamique et plus tard, elle a été le joyau de la métropole des califats, la représentante des codes moraux. Elle a remplacé en un certain sens les arts plastiques. Elle a été un nombre incalculable de choses en plus. Alors ça vraiment, avec la capacité d'Emilio pour résumer et écrire dans un espagnol absolument exquis, sa définition de la poésie arabe, en un sens, remplacer les arts plastiques. L'une des grandes valeurs et des dimensions de ce livre, c'est que la poésie ne remplace pas les arts plastiques. La poésie tente d'aller de pair avec cette poésie. Elle tente de s'entrelacer avec elle, de remplir une mission auprès de l'œuvre plastique admirable du reste de Rachid Koraïchi. C'est une tentative de fusion de quelque chose qui nous semble impossible à fusionner. Mais si on fait les choses avec goût, avec sensibilité, ce qui a été fait dans ce cas-là, on peut obtenir un résultat, c'est-à-dire allier l'image et le poème. Ce sont deux manifestations artistiques qui, habituellement, sont comprises de façon séparée. Mais elles peuvent très bien être vues comme prenant des voies parallèles avec des intentions non seulement, pas uniquement de marcher sur des chemins parallèles au côte à côte, mais aussi de véritablement se fusionner. Et c'est pour cela que pour tenter d'unir la matière visuelle et la matière
ça va nous permettre d'arriver à un résultat unique final, à une fusion suprême, si vous voulez. C'est quelque chose d'aussi simple que passer par de l'image et du texte, oui, d'accord, mais il ne faut pas oublier que l'image, ça vient de l'imagination. Et donc, la poésie et l'image, venant de l'imagination, partent pratiquement du même point. C'est le même point de départ. Et donc l'imaginaire a une part extrêmement importante dans ce livre, même si on ne l'apprécie pas toujours, ou en tout cas au premier abord, quand on lit ce livre de façon superficielle. C'est donc une tentative de remettre sur le chemin qui lui appartenait l'imaginaire, l'image. Et donc image, imaginaire, imagination, ce trio sont donc réunis dans ce livre de façon absolument magistrale. Et autre chose que je voudrais ajouter. Un autre fait sur lequel il n'y a pas de question. La langue arabe est une langue absolument passionnante. Mais en même temps, c'est une langue qui est absolument incompréhensible dans sa totalité. Le spécialiste de l'arabe, il y a des carences, car le spécialiste de l'arabe, à un moment donné, se rend compte qu'il est en train de travailler sur une matière dont il est amoureux, mais dont il ne comprend pas la totalité, la plénitude. À un moment donné, il est très clair et il est limpide que cette chose que tu aimes tant, tu n'arrives pas à la comprendre dans sa totalité. Ça échappe à ta compréhension. Et vraiment, je vous le dis, c'est une tragédie. Lorsque le spécialiste de l'arabe découvre ça, le jour où il découvre ça, il a autant envie de fuir, de prendre la poudre d'escampette que de continuer à approfondir le sujet. La culture et la poésie arabe ne se comprend que lorsqu'on comprend que la dualité peut devenir une unité. C'est comme ça. La langue arabe est une langue de contraire et d'opposition. Elle a une grammaire, une sémantique propre, tout le monde comprend ça, mais toutes les langues ont ça, mais c'est particulièrement le cas dans le cas de la langue arabe. Et donc, cette capacité qu'a la langue arabe pour s'exprimer de façon duale, une chose que les autres langues possèdent également, mais pas avec la dimension et la naturalité et cette dimension avec laquelle le fait la langue arabe. On peut verbaliser absolument tout et on peut dualiser absolument tout. Et il y a des mots et des termes pour chaque chose. Tout cela est sous-jacent dans les poèmes que vous pourrez lire dans le livre, accompagnés, comme je le disais, des merveilleuses illustrations de M. Qoraichi. Lorsqu'on est face à la grande créativité de la langue arabe et des arts de cette culture, il faut prendre en compte quelque chose qui a été souligné récemment et de manière très précise par le professeur Portavice dans le superbe livre qui parle de traitement esthétique de l'arabe, qui a été traduit à l'anglais d'ailleurs, un livre fantastique, je vous le conseille. Et il a dit des choses notamment sur des textes andalous,
José Miguel nous rappelle une phrase d'un des grands noms qui figure dans le livre, un grand voyageur dans tout le monde arabe qui a été enterré à Damas, un lieu que tous les spécialistes de la langue arabe doivent connaître et doivent aller voir parce que ça explique beaucoup de choses. Eh bien, il a écrit une phrase aussi puissante que celle-ci. Le pouvoir divin ne crée aucun être plus puissant que l'imagination. Et comme le professeur Puerta ajoute, l'univers de l'imagination est un univers intermédiaire. C'est un espèce d'isthme dans lequel confluent l'océan des idées et l'océan du sensible. C'est absolument fondamental pour comprendre la capacité créative du monde arabe. Ce que la professeure a écrit il y a peu par rapport à la tradition visionnaire de la culture arabe, eh bien, je fais référence également à cela dans le prologue. Eh bien, voici quelques idées sans lien entre elles, mais dont je voulais parler pour que ça soit très clair par rapport à vous. Et il y a deux choses également sur lesquelles je voudrais insister, et surtout l'une d'entre elles qui pourrait passer inaperçue, et c'est la chose suivante. Dans cette galerie de 50 et quelques poètes en arabe qui passent, que l'on voit au fil du livre, vous serez surpris de voir le nombre de poètes qui ont écrit en arabe, mais qui sont nés sur la péninsule ibérique. Ils sont nés sur des terres de la péninsule ibérique, à Grenade, à Séville, à Murcie, à Cordoue et au Portugal. Donc, bien évidemment, ça n'est rien d'extraordinaire. Ce sont des Andalous. Et une partie du livre est dédiée à la poésie andalouse. Et la poésie de Al-Andalus et en Espagne sont une chose absolument indissociable pour un arabe. La poésie contemporaine ne peut pas être comprise si l'on ne tient pas compte de cette gravitation constante qui est absolument fondamentale de l'hispanique et de l'andalou. Je ne dis pas seulement de l'espagnol, je dis l'hispanique, et j'insiste sur ce point, sur cette production. Pour illustrer cela, je vais simplement vous lire de brèves fragments d'un des grands représentants de la poésie arabe alors un est syrien, il a écrit là-dessus. Le premier c'est Nissa Kabani qui dit beaucoup de choses et notamment cela. Tout arabe qui voyage en Espagne, mon cœur va avec lui. Et tout arabe qui ne voyage pas en Espagne me donne l'impression que c'est un élève qui n'a pas passé son examen d'arabe et qui a été expulsé du cours d'histoire. Et cela, pourquoi? Eh bien, parce qu'en Espagne, il va être confronté à l'imaginaire d'Al-Andalus et par conséquent à une mémoire collective. C'est un admirable poème qui a été traduit il y a longtemps, qui s'appelle « Le dernier Andalou ». Il dit, dans l'un de ses fragments, il dit ceci. Je suis le dernier Andalousie qui est venu à exiger la part qui lui correspond de son père, une mèche de sa mère, l'un des anneaux des Waladin al-Mutakfi et un morceau du
tapis. Ce dernier Andalousie n'a pas réclamé le tapis. Un fil, il a simplement réclamé un fil du tapis. Un autre grand poète et prosiste arabe contemporain, un grand penseur, Adonis Ali Ahmad Saïd, a dit exactement ceci. Donc vous verrez qu'il y a peut-être une petite différence à faveur de la traduction de la professeure. Que dit Adonis? Il dit ceci. Al-Andalus est un horizon, un mélange de culture et d'êtres humains. Et par cette condition de mélange, il apparaît comme étant un modèle pour édifier, construire le futur. Comme si c'était la confluence entre ce qui va être construit et pour construire. Ce n'est pas cette signification. Ceux qui croient dans la continuité et ceux qui continuent à l'être jusqu'à l'infini. Et ce qu'il a dit avec toute la sincérité, c'est le bon niveau de la traduction des traducteurs et des traductrices qui interviennent dans l'œuvre. Bien entendu, ce sont des traductions dans lesquelles on peut observer des différents types de sensibilité et évidemment le style technique de chaque traducteur. En plus, elles appartiennent à deux ou trois générations différentes de traducteurs, mais il est bon, le niveau est élevé. Quand vous voyez qu'une personne qui a Muchas gracias, profesor. Siempre... Que además se apellida Medina, que es un arabismo. Sí, Medina. Siempre es... Y Nuria no es un arabismo, pero está muy cerca de Nur, que es luz, como sabes. Bueno, yo me siento muy orgullosa de que así sea. Y sobre todo me siento muy satisfecha de una vez más tenerle aquí y escucharle. Siempre se aprende y ojalá fueran muchas más las veces que pudiéramos tenerle aquí. Las habrá, voir à nos côtés plus de fois. Pourquoi? Si on m'offre de nouvelles années, bien sûr je reviendrai. Je crois que c'est le moment que notre cher Rachid Koraichi nous illustre, nous donne des illustrations sur le livre et sur son œuvre en général. Ce livre est simplement une petite part de sa production artistique et il va nous en parler. Donc, Rachid, merci beaucoup. Merci, professeur, d'abord, pour tous ces compliments. Heureusement qu'il y a une chaise pour me tenir. Bon, c'est toujours difficile, hein. Moi, d'abord, je voulais vraiment remercier la Maison Arabe parce que déjà, je viens tout de suite là de Cordoue, tout à l'heure. Et pour moi, d'abord, la redécouverte de cette ville est formidable. J'ai passé mon temps à rager contre tous les pouvoirs des pays arabes, de mettre nos pays dans un état de destruction absolue et de voir que notre rêve à tous, on est tous avec dans la tête une ADN de l'Andalousie, dans nos pays. Et c'est comme les Palestiniens qui se promènent avec la clé de la porte de leur maison dans la poche. Nous, on est avec ça. Avec le lien est tellement fort, pour nous, ce n'est pas rien. Et quand on vit le temps d'aujourd'hui, de toutes ces destructions
Donc je parle aussi bien des sites d'Irak, de Syrie, de plein de pays, de Yémen aujourd'hui, qui tombent sous les bombes, les explosifs, quels que soient nos régimes. Parce que ça veut dire que les responsables politiques, on dit bien responsables, pour nous c'est pire que des irresponsables. Parce qu'un chef d'État doit être le père de sa nation, faire attention à ses enfants, à son peuple. Aujourd'hui, non seulement on tue les gens, mais on détruit la civilisation, le peu qui nous en reste. Et quelque part, si on veut voir vraiment ce qu'ont fait les Arabes, on le voit en Europe, en Espagne, en Andalousie. Et ça, je pense que c'est pour nous quelque chose de très, 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 très dur. Ce que disait le professeur Montalvez tout à l'heure par rapport à l'écriture et le lien entre l'écriture arabe, le poème arabe et les arts plastiques est très important. On peut remonter à la période anté-islamique où l'Arabie heureuse, qui regroupe l'Arabie actuelle, qui s'appelait le Hijaz, qui ne porte pas le nom de la famille qui aujourd'hui est en Arabie, qui sont les Saouds, donc c'est le Hijaz, englobait les Yémen actuels, ça allait jusqu'aux confins de la Syrie, et les califes étaient aussi installés à Bagdad. Qui n'a pas entendu parler de Haroun al-Rachid? Et à l'époque, il y avait une fois par an à la Mecque, je suis là à la période anté-islamique, avant l'islam, des rencontres dans une foire, disons, à la fois commerciale et culturelle, qui s'appelait le Souk Okaz, où toutes les tribus venaient de partout, se concentraient vers ce lieu nodal qui est la Kaaba, qui existait déjà à l'époque, et chaque tribu venait avec ses richesses, mais surtout avec ses richesses de poètes et d'orateurs. Il y avait des joutes de poésie, et ceux qui gagnaient, donc étaient choisis pour être le meilleur, leurs textes étaient calligraphiés en lettres d'or et accrochés à l'intérieur de la Kaaba. C'est ce qu'on appelait les poèmes suspendus, les textes suspendus, al-mu'allaqat. C'est dire que quand l'islam est venu, que Mohammed, qui est de la tribu de Quraysh, donc avait aussi choisi ce lieu nodal, ce lieu de la culture, puisque ça venait dedans, la culture dedans, comme lieu où les musulmans du monde, par centaines de millions, se tournent 5 fois par jour. Ce que nos dirigeants n'ont jamais compris, c'est que la culture est fondamentale et elle est la nécessité, et que c'est la mémoire non seulement de ces peuples, et la mémoire aussi, elle s'additionne à la mémoire de l'humanité, d'où qu'elle vienne. Moi, j'ai vécu dans un milieu religieux, de par mon nom, de par notre confrérie qui est la Tidjaniya aussi, pendant toute la période coloniale, donc française en Algérie, au milieu de livres, au milieu de documents et de textes calligraphiés sur les murs, de textiles, de tissages sur les tapis faits par les femmes, de tatouages sur les visages. Et donc, mon rapport à l'écrit n'est pas seulement le rapport de l'écriture lisible, il est aussi dans l'acceptation de la lecture de l'invisible et du symbole et du signe. Parce qu'aujourd'hui, je vois c'est beaucoup de jeunes en Occident et ailleurs, plein de jeunes se tatouent des fleurs, des oiseaux, autre chose, le nom de sa chérie ou de son chéri, autre chose. Je me dis, comment le temps est passé si vite? Parce que nous, dans la ville, ma famille dans le désert, mais je suis né dans les Aurès, sous les montagnes, donc des Aurès, qui est la frontière entre la partie de l'Atlas du Nord et l'Atlas saharien, où la famille avait beaucoup de terres pour envoyer les céréales tous les ans pour la nourriture de la partie qui restait au Sahara. Et dire que pendant la période coloniale, naturellement, les Arabes et les indigènes avaient les mauvaises terres, puisque les meilleures étaient entre les mains des colons. Donc il fallait dépierrer, semer, les récoltes n'étaient pas les meilleures, etc. Mais en même temps, le fait de naître avec une langue, parce que la langue dialectale en Algérie n'est pas l'arabe en soi, mais ça mélange à la fois de Numides, de Berbères, de Tifinaires, de Touaregs, de Kabyles, de Kabylie, de Chaouia, des Aurès, de Mozabites qui sont dans le Mzab. Donc c'est un mélange extraordinaire, un genre d'espéranto de ce pays. Et pour nous, la langue arabe restait la langue de la résistance. Parce que notre grand-père nous poussait absolument le matin à 5 h du matin dans une zone qui l'hiver est pire que la Sibérie, où on enlevait la neige avec les pelles pour sortir de la maison. Donc aller à l'école coranique à 5 h du matin. Et quand on allait à l'école coranique, ce n'était pas seulement aller pour dire sur un cahier, non. C'était des planches en bois qu'on passait de l'argile
et on taillait le roseau, et on faisait l'encre à base de laine de moutons calcinés, mais qu'on prenait près des aisselles des moutons assez gras, la calcinée avec la gomme arabique, et on effaçait dans le bassin d'eau gelé, on cassait l'eau gelée pour effacer le texte précédent. On allait chez le vendeur de beignets, donc il avait le feu, on séchait la tablette, on revenait à l'école, on écrivait le nouveau texte, donc on apprenait déjà à écrire. C'était pas de la calligraphie, c'était de l'écriture. Et on lisait le texte qu'on avait appris de l'autre côté, au maître de l'école, on rentrait chez nous, on prenait le petit déjeuner, on allait à l'école française, pour l'école publique française, que l'école publique de garçons. L'après-midi, on refaisait le même cycle, sauf qu'en sortant de l'école française, on allait à la madrasa, qui n'est pas l'école coranique, où on apprend la grammaire, le vocabulaire, etc. Et rentrer à la maison, on faisait les devoirs de l'école française, et après, devant le grand-père, on lisait le Coran avant d'aller dormir. Donc, vous voyez, on n'avait pas le temps d'aller se promener ni jouer, parce que c'était devenu une langue de résistance. Il fallait absolument la maintenir avec force. Et à l'école française, il fallait qu'on soit les premiers en classe, pas les seconds, pas les troisièmes, pas les derniers surtout. Donc, c'était une forme de combat, de résistance aussi. Et pour nous, ayant vécu au milieu de cette confrérie, chaque fois que les parachutistes venaient pour arrêter mon père ou mon grand-père à l'époque, les premières choses qui étaient prises par l'armée, par les parachutistes, à l'époque de Bijar et de Massu, c'était tous les textes en arabe. Parce que pour eux, il y avait un problème, ou c'était écrit par des responsables de la résistance, ou qu'il y avait des choses particulières. Vous voyez que la langue est très particulière. Mais c'est vrai aussi que j'ai vu beaucoup depuis mon enfance, donc des livres non seulement calligraphiés, mais enluminés. Donc, et ce lien, même avec les Corans qui sont enluminés, c'est un peu comme dans les monastères en Europe, où les moines calligraphiaient, faisaient le papier, fabriquaient le papier, reliaient, en même temps enluminaient les pages. Donc on était aussi dans cette tradition. Quand j'ai eu cette démarche d'affronter ce travail, parce que c'est moi-même qui l'avais à l'époque proposé, en fait, ce livre que vous voyez là, en réalité à Paris, il a été fait en 3 éditions différentes. On avait démarré avec l'anthologie de la poésie arabe, après l'anthologie de la poésie algérienne, et troisièmement la poésie arabe-andalouse. Et par la suite, quand la maison d'édition Tirimani a été rachetée par Actes Sud, qui est au cœur de Actes Sud, on m'a dit, Rachid, ça c'est comme intéressant d'avoir les 3 livres en un seul volume. Est-ce que tu es d'accord? Et j'ai dit, je pense que c'est formidable. Parce que d'autant que ce qui est intéressant en France, c'est que ce livre figure dans toutes les bibliothèques de France, des collèges, des écoles primaires, des collèges et des lycées. Parce qu'il y a une population mixée, et comme il est en français et en arabe, donc l'intérêt aussi, c'est que beaucoup de profs l'utilisent dans leurs cours. Mais par contre, comme disait le professeur Montalvès, passer de cet arc-en-ciel de la période anti-islamique aujourd'hui, c'était quand même un choix très dur qui a été fait par Farouk Mardambey, Hosseini Large, que vous connaissez très bien, professeur et d'autres, qui sont des amis. Donc on a fait ce choix de le faire de cette manière pour dire, nous, on vit en Occident, il y a aussi une forme de violence de par la présence ou de réfugiés politiques, ou de réfugiés économiques, ou de présence qui n'est pas simplement celle d'intellectuels, de gens aussi qui affrontent la douleur, la misère, l'exil et le reste. Mais pour donner peut-être aux jeunes élèves français à comprendre aussi que ces gens ne viennent pas de n'importe quelle culture, que derrière chaque balayeur dans les rues de Paris, derrière chaque éboueur ou chacun qui travaille dans les égouts de Paris, il y a une grande culture et une grande civilisation. Parce que nous, on est plus ou moins d'un milieu particulier, mais les pauvres qui viennent dormir dans la misère, moi je leur dis toujours, quand j'interviens dans les classes, je dis aux jeunes d'origine nord-africaine, et surtout aux jeunes Algériens, relevez la tête. Aujourd'hui, l'histoire a tourné. Dans la roue a tourné l'histoire, on est vers le bas. Mais n'oubliez pas d'où venait l'origine. Moi, je suis né dans la zone qu'on appelle Mdaourouch. C'est le lieu où est née Sainte Monique, où est né Saint Augustin, où est né Saint Cyprien, où est né le Saint Donat qui a donné le donatisme. L'Algérie a donné des empereurs à Rome, Juba I, Juba II, Constantin, etc., a donné des papes, dont Victorien. Donc, c'est des histoires mêlées, mélangées. Nous, notre histoire se vit ici, en Europe, et surtout chez vous, en Espagne, avec donc l'Andalousie, mais elle se vit aussi de l'autre côté. La même eau touche les 2 lèvres des notaires. Donc, c'est un symbole fort, normalement, d'unité. Et quand j'ai abordé ce sujet, pour moi, je ne voulais pas
rajouter un plus comme une cerise sur un gâteau. Je ne suis pas illustrateur de texte. Moi, j'ai accompagné les textes. J'ai réfléchi à la manière de relire les textes à ma manière. Quand je travaille avec certains poètes, et je travaille avec beaucoup de poètes, aussi bien européens, que ce soit Alberto Manguel, que je travaille avec Leng Sixou, Michel Butor, René Char, John Berger et plein d'autres. Beaucoup d'Arabes, dont surtout mon ami Mohamed Dib, Mahmoud Derwish, avec lequel on a vécu longtemps comme ça ensemble. Donc, par exemple, je cite le site Mahmoud Derwish, précisément, parce qu'il travaillait sur des textes comme Qassid de Beyrouth, le poème de Beyrouth. Mahmoud était à Beyrouth sous l'ensacrement, quand Sharon avait encerclé la ville. Ça a duré des mois de bombardement. Moi, j'étais à Tunis, on se parlait au téléphone. Il me racontait ce qui se passait là-bas, ce qu'il vivait et ce qu'il écrivait. Et moi, je gravais mes plaques de gravure à Tunis. Donc, et il y a eu beaucoup, dans les textes que j'ai fait Mahmoud, il a son exil, dans le grand livre de son exil, beaucoup de textes étaient créés en parallèle. La partie graphique et la partie donc, du poème travaillé. Donc, chaque fois, j'ai abordé les textes d'une manière de plasticien et pas d'illustrateur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forme de différence. Et je suis allé dans une logique de donner le plaisir à voir, ajouter au plaisir de lire et de rentrer dans les sentiers très sensibles et très magiques de la poésie. Et donc c'est une lecture visuelle, une culture, et après une lecture dans la tête, dans la musicalité de la lecture, qui ne sont pas les mêmes. Les vibrations ne sont pas du tout les mêmes, mais elles peuvent fonctionner aussi de cette manière-là. Donc ça, c'était mon travail. Parce que mon travail réel, c'est de faire des œuvres plastiques monumentales, des grosses installations, des choses comme ça. Voilà un peu pour vous dire comment je schématise donc cette avancée. Et je suis tellement heureux, donc, plus que ce livre sorte ici en Espagne, en même temps en Argentine. Donc pour moi, c'est beaucoup d'émotions. Et ce n'est pas rien. Et d'être passé à Cordoue, c'est 3-4 jours, et venir ici et aller à Barcelone de nouveau. Donc pour continuer ce cheminement donc, avec nos amis de ce pays, c'est pas rien et c'est très émouvant. Si vous permettez, donc peut-être que je vais vous montrer quelques images concernant mon travail de plasticien, qui peut-être peuvent aussi vous donner quelques points pour lier mon travail donc là d'accompagnement de textes de poésie et mon travail de plasticien. Je vais juste te dire un mot, puisqu'on a montré des choses à Cordoue, je voudrais peut-être choisir un peu les choses, parce que j'ai énormément de choses que je fais, c'est assez déprimant même pour moi, parce que je me dis peut-être la vie passe à côté de moi et je passe mon temps à travailler, à créer, mais je vais peut-être montrer des choses sur un autre volet. Si tu permets, tu passes et je te dis où on s'arrête pour démarrer. Voy pasando. Oui, il passe plusieurs choses. Vas-y. Continue. Esto es un sacrilegio lo que estamos haciendo. Realmente sí. Moi, je ne veux pas me répéter. Eso. Vas-y, continue encore. Vas-y. Encore. Vas-y, encore. Stop. Voilà. Alors, là, c'est un projet qui s'appelle les Jardins du Paradis. Le long de la Loire, il y a un château qui s'appelle le château de Chaumont-sur-Loire. Et tous les étés, donc, les responsables du lieu, les commissaires de projet, demandent des architectes, des plasticiens, de créer des jardins qui durent, en fait, printemps, été et automne. Et j'avais fait ce projet qui s'appelle les Jardins des Paradis. J'étais parti des textes de Attar sur le langage des oiseaux. Et l'idée, c'est de créer, en fait, un jardin qui est totalement fait d'argile et de végétaux. En partant de ces textes qu'on trouve dans les 3 religions monothéistes, où Dieu dit « Je vous ai pétri d'argile et insufflé la vie ». Et l'idée de faire ce jardin, vous verrez avec des vases, de très belles vases, et ces vases, la symbolique, elles ne reçoivent que de l'eau de pluie. La symbolique, c'est le don du ciel
voyage invisible de l'eau qui descend du ciel à la terre pour féconder la terre et donner la vie, et nous donner nous aussi à manger. Mais en même temps, ces vasques servent pour moi des bains pour les oiseaux, à la fois qui se lavent dedans, qui boivent dedans, qui eux naissent sur la terre et montent vers le ciel à la rencontre des anges en voyage invisible. En fait, c'est le double voyage de la terre au ciel et du ciel à la terre. Donc, on a choisi les plantes pour les senteurs, naturellement, les jasmins, les roses, les galants de nuit, etc. Donc, comme on voit dans vos villes ici. Vas-y, la prochaine. Voilà, on voit le détail des vasques. Et dans les vasques, il y a des dessins travaillés en symbolique et en même temps en reprenant certains textes donc, de Attar. Le bassin lui-même est travaillé à l'intérieur, les carreaux sont travaillés et tout mon travail sur la base du chiffre 7. Même les dimensions des carreaux, les dimensions des pièces des vasques, etc. Vas-y. Vous voyez certaines des vasques. Donc chaque vasque est différente naturellement. Hein. Donc c'est vraiment une vraie installation florale, jardin, etc. Vas-y, prochaine. Voilà, alors vous voyez ce jardin. Au fond, il y a un banc de méditation. Il y a l'eau, on ne l'entend pas, mais elle circule en une forme de croix, que j'appelle la croisée des chemins. Voilà, vas-y, la prochaine. Alors, ça, c'est hommage à René Char, donc c'était un ami poète, qui est un des grands poètes français, en même temps Michel Butor, qui est un ami qui est décédé l'été dernier, et que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, et là, et Mohamed Dib, qui était dessus. Donc, je leur ai rendu hommage en faisant une énorme tapisserie. Vous voyez un peu la dimension par rapport aux mers de la ville de Limoges. C'est à Limoges, à la médiathèque. Hein. Vous avez l'échelle de la tapisserie. Hein. Elle est totalement tissée de bleu indigo et de soie, de fil de soie. Vas-y. Oh. Vas-y. Voilà, donc on voit l'énorme tapisserie. Alors, vous avez en bas l'étoile, qui est le symbolique de l'étoile qui dirige le navigateur, l'homme dans le désert et qui nous dirige nous-mêmes dans la vie. Au centre, il y a le symbole d'un Sidi personnage au milieu de l'univers. Vous avez, de chaque côté, vous avez le palmier de ce côté qui est l'arbre du sud et le conifère, l'arbre du nord qui est de ce côté-là. Vous avez les trois Sidi personnages qui sont les poètes, les mains levées comme dans une prière, mais en étant ensemble. Et aussi le symbolique de la Trinité, les trois religions monothéistes. Donc, cette tapisserie se lit comme un texte. Comme quoi, les symboles, dès qu'on donne les clés de compréhension, les gens, ah oui, effectivement, il fallait y penser. Et à la médiathèque de Limoges, aujourd'hui, il y a un écran où tous les jeunes d'école viennent, tapent dessus, je veux voir tel signe, telle main, tel truc. Ils trouvent l'explication des symboles et qui lui permet de s'adapter à la lecture des symboles. Vas-y, prochaine. Alors, ça, c'est le travail avec Mahmoud Derwish. Donc, c'est un travail gravé, vous verrez. Voilà, là, l'image que vous voyez, donc on est à Alger, parce qu'on devait rendre un grand hommage à Mahmoud Derwish en Palestine, et les autorités israéliennes ont refusé. Donc, du coup, j'avais demandé à la ministre de la Culture à Alger de le rendre hommage à Alger. Et vous voyez le format, je tiens à la main le livre, donc c'est le grand livre de gravure. Donc, vous voyez le format, c'est énorme. Il y a 49 gravures au fond et 49 textes calligraphiés par le calligraphe Hassan Messoudi. Vas-y. Voilà, là, on voit les pièces qui sont montées. Là, on est à New York, à l'Albert Museum de New York. Donc, où j'ai présenté donc, ce travail qu'on voit. Donc, chaque fois, il y a l'eau forte à côté, donc, le travail calligraphique. Vas-y. Voilà, me voilà avec notre ami Mahmoud Derwish à Amman, en Jordanie. Donc, et en bas, donc, c'est à Alger, quand on lui a rendu l'hommage. Vous voyez les textes calligraphiés. Ce n'est pas mon écriture, c'est Hassan Messoudi. Et je lui ai demandé d'inventer un koufi pour ce travail. Donc c'est le dernier travail de calligraphie réelle de Hassan Messoudi. Après, il a travaillé sur une forme de gestuelle qui n'est plus ce travail. Et c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps et qui est formidable. Vous ne voulez pas qu'il brise le miroir de la gravure que vous allez voir pour qu'il ait une distinction à part. Et c'est un koufi extraordinaire. Vas-y. Voilà, ça c'est mes pièces. Alors, je vais vous expliquer comment lire ce symbole, le grand symbole noir. Parce que c'est lui qui axe. Quand je grave mes plaques, la première chose que je fais, c'est ce grand signe. Alors, le texte dit à ma mère, il a Ummi, à ma mère, et j'ai dit à Mahmoud, c'est quoi ta mère dans l'histoire? Je sais qu'elle te manque, tu ne la vois pas, mais il me dit, en fait, ma mère, c'est la Palestine. Et il me dit, et comment tu vois toi la Palestine?
moi, je lui dis, écoute, pour moi, la Palestine, c'est la terre des prophètes. Et les prophètes, dans les crèches chrétiennes, c'est toujours de petits bourricots, de petits ânes, etc. Et en fait, dans ce travail que j'ai fait, le grand signe que vous voyez, pardon, de ce côté-là, ça, c'est la tête de l'âne. D'accord? Sauf que l'âne a des grandes oreilles, mais elles ne sont pas sur sa tête. Elles sont sur la tête de l'étoile, qui symbolise les drapeaux de tous les dirigeants arabes, qui sont eux les bourricots de l'histoire. Voilà. Donc, c'est la manière symbolique de dire les choses. Je ne fais pas la figuration, mais quand j'explique, les gens disent, ah oui, effectivement, on voit l'étoile, on voit les oreilles, on voit la tête de l'âne sans ses oreilles. Je passe la prochaine. Voilà. Et ça, c'est un autre travail avec Mahmoud Derwish, Qassid Beyrouth, les poèmes de Beyrouth. Vous voyez le format du livre, c'est énorme aussi. Et là, c'est le livre que j'ai travaillé pendant que Mahmoud était dans sa salle de bain à Beyrouth, où il avait une petite ouverture, il me disait rectangulaire, vous voyez la mer. C'est pour ça que vous verrez les gravures. Elles sont, là aussi, elles sont à New York, je présentais aussi à New York. Les gravures sont de couleur bleue avec une tache rouge sur chacune qui représente le sang qui coulait à ce moment-là à Beyrouth. Passe voir la prochaine. Alors, le texte calligraphié, c'est un autre calligraphe qui s'appelle Kamel Ibrahim, qui était le fondateur de l'école de calligraphie d'Alexandrie. Vous voyez, chaque fois, je fais la distinction de mon travail de plasticien et le travail du calligraphe. Donc, chaque fois, j'ai choisi le calligraphe pour ça. Et c'est un Koufi haute qui est superbe aussi. Prochaine image. Voilà, vous voyez donc le travail qui suivait. C'est comme une forme de lucarne en bleu, le bleu de la mer, la Méditerranée autour de Beyrouth, et la tache de sang, le drame qui se passait à Beyrouth à ce moment-là. Vas-y. Voilà. Alors, ça c'est un travail, donc j'ai designé pas mal de vêtements aussi. Donc c'est un travail que j'ai fait avec une amie qui vient de décéder malheureusement, Fadela Bereda. Donc on a fait toute une série de défilés de mode autour de ça. Non, ça y est. Alors, le prochain chose, vous allez voir, je vais un peu rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme ça, pour vous montrer un maximum. Le prochain travail a été fait autour de la première femme mystique de l'islam, Rabi'a al-Adawiya. Donc, c'est un peu l'équivalent chez vous de Marie-Madeleine, puisqu'elle était esclave, elle était musicienne, elle était végétarienne, voilà, donc, et dans son temps, sa vie était compliquée, elle s'appelle Rabi'a, qui était la 4e fille de sa famille, Rabi'a c'est la 4e, donc, né à Basra. Donc, je voulais lui rendre hommage et je suis allé travailler à Alep pendant 3 années. L'idée, c'est de lui donner un hommage en lui fabriquant des œuvres en soie, avec de la soie. Et pas acheter la soie au souk d'Alep, mais partir du cocon des mûriers, de l'arbre qui est le mûrier, les cocons de soie, les dévider, les travailler, les tisser, les teindre et les travailler. Donc voilà, j'ai fait tout un cheminement. Alors, on voit sur ces images, on avait loué une maison près de la forteresse d'Alep, où vous voyez en train de dessiner ce que vont être les grandes bannières de soie. Et en bas, je suis dans des ateliers où je suis en train de sculpter des empreintes, des tampons en bois, comme on faisait dans l'ancienne tradition syrienne, dans la tradition de l'Inde aussi, qui est la tradition de l'Inde d'autres pays, où on imprime les tissus avec les tampons. Donc, j'ai sculpté, vous voyez, des centaines de tampons comme ça. Vas-y. Voilà, là, il y a 49, donc 7 x 7 pièces de soie. Vous voyez, l'indigo, les couleurs changent, parce qu'en fonction de la chaleur du bain, de la densité de l'indigo, etc. Et là, on est à New York, donc au Musée national, Musée national de Washington, pardon, où on a présenté ce travail. Vas-y, la prochaine. Vous voyez la dimension de ces pièces, elles font 4 mètres et quelques. Et on a donc 3 facettes. Et pareil, c'est le dessin que vous m'avez vu dessiner tout à l'heure. Hein. Donc pareil, c'est un très très grand travail autour d'elle. Voilà, on voit, donc il y a des parties où l'indigo est dessiné au noir, des parties où le fond est ivoire et le dessin donc en indigo, et d'autres séries où c'est le fond est indigo et le dessin est en ivoire. Vas-y. Alors, tu arrêtes. Ça, le travail s'appelle les bords de l'Isère. La ville de Grenoble m'a demandé un jour de venir faire un travail à Grenoble. Et j'ai dit à Grenoble, mais à part l'université, qu'est-ce que vous avez de particulier? Qu'est-ce que vous faites de particulier dans cette ville? La technologie, etc. Et à un moment, le maire me dit, Rachid, on est la seule ville de France qui n'est pas reliée au réseau d'électricité d'EDF. Électricité, donc, de France. Et par contre, les moines qui étaient là à l'époque, donc au-dessus dans le monastère,
ont mis en place le premier générateur. Parce que l'Isère n'est pas comme la Seine ou le Rhône, où les péniches flottent dessus, les bateaux, c'est une forme de torrent. Et ils ont mis un générateur électrique, et donc du coup, à Grenoble, ils ont GEG, Gaz, Électricité de Grenoble. Ah, c'est génial. Et les gens, quand je les vois traverser les ponts à Grenoble, ne regardent jamais les quais de l'Isère. Il n'y a rien à voir. Je leur ai dit, moi je vais faire un projet où les gens vont essayer de regarder les quais de l'Isère. Et donc, je travaille sur un projet en lumière. Que la nuit, à la tombée de la nuit, il y a un système électrique, il y a un système, quand la nuit tombe, donc, déclenche la lumière, et le jour, quand il se lève, ça s'arrête. Et j'ai travaillé en anamorphose, c'est-à-dire j'ai gravé des lentilles ovales pour faire des talismans circulaires de 4 mètres de diamètre, tous les 7 mètres sur 7 kilomètres. Les gens, la nuit, dorment avec ces talismans qui les protègent, et le relevé du jour, ça s'arrête. Vous verrez les seules parties où il n'y a pas tous les 7 mètres, c'est là où il y a les escaliers qui montent des quais de l'Isère vers le haut. Voilà, donc vous voyez comment c'est fait, et vous voyez le bras de lumière est comme ça, parce que pour avoir ce cercle parfait, il aurait fallu que je projette en face. Donc on a travaillé à Lyon, il y a une base de spécialistes qui travaillent sur les optiques, je travaille avec eux pour faire, donc arriver à faire ces dessins. Donc sur l'optique, quand la lumière se met dedans, ça s'ouvre, vas-y. Voilà, alors je vous explique un peu les symboles, parce que là aussi. Regardez, en haut, il y a un soleil, le soleil qui illumine. À côté, il y a une main ouverte, symbole de paix. En dessous, il y a le poisson, symbole de fécondité. À côté, vous avez un homme en position de méditation sous 2 pyramides qui le protègent. Il y a le chameau qui porte 3 triangles, qui sont le symbole de 3 religions. La patience, la tranquillité, etc. À côté, vous avez le croissant ouvert comme ça vers le ciel, qui reçoit l'offrande du ciel. Il y a toute la terre. En bas, il y a le labyrinthe, et ainsi de suite. Donc, tous les dessins se lisent comme on lit un livre. Vas-y, à la prochaine. Voilà, on voit tous les 7 kilomètres, comme ça, où on traverse toute la ville en lumière, et de chaque côté des quais. Hein. Vas-y. Voilà, réplique. Alors, la mairie de Grenoble, ils sont tellement contents, ils ont gardé ce projet pendant 2 ans. Ils m'ont dit, on veut te remercier, on veut t'offrir quelque chose. Ils m'ont dit, écoutez, moi, si vous voulez m'offrir quelque chose, j'ai envie d'offrir quelque chose à la faculté d'Alger, qui est au centre de la ville, et il y a un tunnel qui n'est pas sous terre, hein, mais il est sur la route, comme ça, l'université est construite dessus, où tout le monde passe, les voitures, les charrues, les gens à pied, etc. Et c'est comme la place de la Concorde à Paris, par exemple. Et donc, j'ai dit, je voudrais faire un projet pour que les gens qui ne peuvent pas, ou n'ont pas le temps, ou ne savent pas aller au musée, vont voir régulièrement des images, habituer le regard à voir les images. Et tous les 3 mois, changer ces images. Donc la ville a financé ce projet de Grenoble pour Alger. Et donc on l'a fait, on va vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, donc ça c'est des images projetées dans ce tunnel, de chaque côté du tunnel. On a fait une trémie centrale dans le tunnel et les ampoules de projection à ce moment-là sont sur la trémie. Vas-y, prochaine. Voilà, on voit l'échelle d'une femme avec son voile, avec son fils ou son mari tout à côté d'elle. Vous voyez un peu l'échelle des dessins par rapport à ça. Vas-y, prochaine. Voilà, alors ça, le titre fait toujours rire les gens. Le poisson qui voulait donc contrôler la mer. La ville de Bastia m'a demandé de faire un projet à Bastia. Et comme les Corses ont un caractère particulier, les Algériens aussi, donc toujours ce côté on ne veut pas. Donc j'ai dit, on va faire cette histoire du poisson qui bloque la mer. Et j'ai dit au maire de Corse, je vais venir travailler en Corse avec la terre de la Corse et faire une série de céramiques pour présenter ce projet sur la thématique de cette terre. Elle peut donner aussi des choses artistiques formidables. On est parti de ce projet, vas-y. Donc toutes les pièces, voilà, je suis avec le maire à l'inauguration de la pièce. Elle est comme une icône dans une boîte donc, de verre avec des amis artistes, vas-y. Vous voyez le travail comme il est présenté. Au fond, il y a un mur de petites sculptures d'acier de 28 cm où elle ne travaille qu'avec la ombre. On ne lit pas la pièce elle-même, la sculpture, mais on ne lit que l'ombre de la sculpture qui n'est plus le dessin fait par l'artiste. C'est elle qui a décidé d'avoir une ombre particulière parce que la lumière qui fait la suit. Avec cette notion de l'ombre dont je parlais avec des amis tout à l'heure, où chez les soufis on dit l'ombre, c'est la chose la plus fidèle de votre existence. Elle naît avec vous, elle vit avec vous, elle rentre dans la tombe avec vous. C'est votre ombre. Donc, et ça, la symbolique est très importante. Et de chaque côté, vous regardez de chaque côté, vous avez donc ces pièces de céramique énormes qu'on travaille. Vas-y. La suivante. Voilà. Fragment d'écriture. Alors ça, c'est un projet que j'avais fait autour d'un ami écrivain important d'Algérie, Kateb Yassine.
Quand Epstein était décédé, il était un très marginal, très particulier comme personnage, et c'est quelqu'un qui aurait dû avoir le prix Nobel. Et en même temps, la Comédie Française, le directeur de la Comédie Française à l'époque était un ami, Marcel Bozonnet. Je lui ai dit, Marcel, il faut absolument qu'on fasse un projet autour de Kateb Yassine. Il m'a dit, Rachid, mon canevas de programmation est complet. Je lui ai dit, trouve-moi ce que tu veux, mais trouve-moi un temps. Et j'ai décidé de rendre un hommage à Kateb Yassine dans la Comédie Française et hors la Comédie Française, pour qu'on voit ce que c'est. Vas-y. Voilà. Donc, vous voyez, ça, on est place Colette, donc près du Palais Royal, vous connaissez tous. Donc voilà, donc cette grande tenture enveloppe pratiquement toute la Comédie Française. Et la nuit, vous verrez, passe la prochaine. Celle d'après. Voilà, vous voyez un peu à l'échelle des gens, les pièces que ça donne. Prochaine. Voilà, vous voyez là, pour certains, ils reconnaissent Denis Podiliès, qui est là. Donc, de ce côté-là, vous voyez l'échelle des pièces que j'ai fait pour la scénographie intérieure, donc sur la scénographie, sur le travail interne. Vas-y. Voilà, là, c'est les 7 dormants. Alors là, je vais vous expliquer l'histoire avant qu'on voit les images. Vous avez tous entendu parler de 7 moines qui ont été tués en Algérie pendant la période du terrorisme. Donc, c'est des moines cisterciens qui ont été kidnappés dans le monastère de Tibérine, qui ont été décapités et dont malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé les têtes. Ma mère m'avait appelé, vous voyez, tout ça part d'une histoire. Ma mère m'avait appelé au moment où ça venait de se passer. Et elle était en pleurs, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, on vient d'annoncer que 7 moines ont été tués et décapités par des terroristes. Et elle me dit cette phrase extraordinaire, elle me dit, j'aurais donné la vie d'un de mes enfants pour eux. Et moi, je lui dis, attends, tu parles d'abord à ton fils. Et il y a eu 100 imams décapités. Et à l'époque, on était presque 120 000 Algériens égorgés. J'ai appelé l'archevêque d'Alger, qui est un grand ami, Monseigneur Henri Tessier. Je lui racontais ça, Henri, voilà, ma mère vient de m'appeler, voilà, je te raconte, je te fais les condoléances, et j'ai vraiment envie de faire quelque chose par rapport aux frères qui ont été tués parmi nous, parce qu'ils se considèrent comme Algériens. Et j'ai décidé de faire 7 livres. Un livre par moine, avec des auteurs juifs, chrétiens, musulmans et athées. Donc, et les livres sont travaillés, comme je disais tout à l'heure, comme on travaille dans le monastère. Les pages de gravure ont été faites dans les moulins à papier. J'ai traduit les textes à l'arabe, je les ai calligraphiés, et on a fait les 7 livres qui ont été présentés d'abord au pape Jean-Paul II, donc, et qui font partie maintenant des trésors de la Bibliothèque du Vatican, ainsi que les trésors de la Bibliothèque nationale de France. Ça m'a valu, moi j'en suis très honoré, une lettre de Jean-Paul II me donnant sa bénédiction 2 mois avant sa mort. Donc voilà, donc ça c'est les choses sur lesquelles nous on se bat beaucoup. Je voulais juste vous montrer. Vas-y, passe voir. Voilà. Là, je suis au monastère où ils ont été enlevés et tués avec l'archevêque d'Alger, où j'ai laissé un ensemble de 7 livres là-bas. Et à côté, il y a l'archevêque est en train de faire une prière. Les tombes sont juste derrière lui. Vous voyez, il n'y a qu'une petite plaque. Il n'y a pas, vous voyez, il y a juste les petites plaques qui sont derrière et qui ne sont pas des tombes totales. Vas-y, la prochaine. Voilà. Là, on est au cimetière. Vous voyez donc les tombes des moines là-bas. Vas-y. Et voilà donc les 7 livres. Vous voyez, le livre central, c'est celui qui est fait pour l'abbé de l'abbaye, et les autres, les moines, 3 moines de chaque côté, et au centre, c'est le sien. Vas-y. Voilà, vous voyez un peu l'intérieur des livres, avec les textes calligraphiés, enluminés, le travail en ronde bosse, qui sont une forme de pureté blanche totalement, une forme de virginité. Vas-y. Voilà, Jardin d'Orient. Alors ça, c'est une autre histoire. Jardin d'Orient, pour moi, c'est une aussi des choses les plus importantes que j'ai faites aussi. Parce que quand il y a eu la colonisation d'Algérie, dans les années 1830, l'émir Abdelkader, qui a fait de la résistance contre la colonisation française, s'est retrouvé prisonnier au château d'Amboise, qui est le château du roi François Ier. Et l'autre chose importante au château de François Ier, c'est que Léonard de Vinci est enterré là. Donc un tombe de Léonard de Vinci au château d'Amboise. Quand l'émir Abdelkader a été fait prisonnier avec sa famille et d'autres Algériens, il a été envoyé au château de Pau, au sud de la France. Après, ils ont eu peur qu'il puisse se sauver. Et à l'époque, les Anglais voulaient absolument le prendre, le faire évader. Donc les Français l'ont fait remonter par les fleuves, pas par la route, peur toujours d'embuscade, par les fleuves jusqu'au château d'Amboise. Le lien que l'émir a gardé, attends encore un peu, l'émir, le lien qu'il a gardé avec l'émir, c'était l'archevêque d'Alger de l'époque, Monseigneur Dupuche,
qui allait le voir au château d'Amboise régulièrement et qui a demandé aux sœurs religieuses de s'occuper des femmes et de la famille, la mère aussi de l'émir qui était avec lui, et des enfants parce qu'ils ne savaient pas un mot de français, ils étaient malades, le château n'était pas dans l'état auquel il était aujourd'hui, etc. Donc l'église algérienne joue un rôle très important de les tenir donc, dans cet isolement. Quand Napoléon III a libéré en 1852, l'émir Abdelkader pour aller vers Istanbul et vers Damas, où il a vécu dans la maison d'Ibn Arabi, il a été enterré à côté de la tombe d'Ibn Arabi, donc il a laissé derrière lui 28 personnes de sa famille mortes au château d'Amboise dans une fosse, dans une tombe commune. J'étais allé par hasard, vous voyez, la vie est extraordinaire. J'étais allé du jardin du paradis tout à l'heure, j'avais 3 heures de temps entre les 2 trains, et je me suis dit, je vais faire une prière sur cette fosse commune. J'étais en train de prier, passent 2 chiens sous mes mains, et ils font pipi sur la place où sont enterrés les gens. Je me retourne, je vois la dame à qui appartiennent les chiens, je vais là-bas, je dis, écoutez madame, il y a des corps qui sont là, et vos chiens pissent dessus, c'est pas normal. Elle me dit, vous êtes qui? Je lui donne mon nom, vous travaillez ici? Je dis non. Elle dit, écoutez monsieur, ça fait des années que mes chiens pissent là, ils vont continuer à pisser là. Je dis, écoutez, puisque vous êtes tellement agréable, je vais vous dire une chose, et rappelez-vous de mon visage, dans pas longtemps, vos chiens ne rentreront plus au château. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Je suis allé voir le conservateur qui me connaissait de nom, qui était devenu un ami formidable, et qui s'appelle Sureau, et il lui racontait cette histoire. Il me dit, Rachid, le comte de Paris, puisque le château appartient à la famille royale de France, pas à l'État français, le comte de Paris va mourir, il n'y a plus d'argent dans les caisses, si vous voulez faire quelque chose, je suis d'accord, faites une maquette, que la famille royale donne son accord, que les monuments historiques donnent leur accord, et vous trouvez l'argent pour le faire. C'est l'époque où j'avais un conflit énorme avec un mandat d'arrêt sur moi du dictateur de Tunis, Ben Ali à l'époque. Donc je n'avais pas un argent, j'étais SDF. Ils m'ont tout pris, j'avais plus rien. Je rentre à Paris, en une semaine je fais la maquette, je la ramène. 2 semaines après, la famille royale dit que le projet est formidable. 3 mois et demi après, les monuments historiques me disent c'est OK. Il a fallu trouver l'argent. J'ai vendu des œuvres, j'ai demandé à des amis et on a fait le projet. Et je voulais, pour compliquer la chose comme font souvent les artistes, au lieu, je vais finir sur ça si tu veux, hein. Pour compliquer la chose, au lieu d'aller voir un marbrier funéraire à côté d'Amboise, je voulais comme si l'émir revenait de Damas vers ceux qu'il a laissés. Donc tout le travail, je l'ai fait à Damas et à Alep. Bon, et comme aucun d'entre eux n'a eu la possibilité d'aller faire le pèlerinage de la Mecque, donc vous verrez que toutes les tombes ont la forme de Kaaba. Et je vous explique au fur et à mesure le projet. Vas-y. Là, on me voit à Damas avec ces cubes énormes, c'est des pierres d'Alep, qui ont été sculptées. Et quand si vous vous rendez compte le poids de chaque pièce, vous verrez que c'est terrible. Après, on les a ramenés jusqu'au port de l'Attaqué, du port de l'Attaqué jusqu'au port de Fos, et de Fos sur des camions jusqu'à Amboise. Donc, c'était pas facile. Vas-y, prochaine image. Excusez-moi. Perdón, vamos a, querido amigo Rachid, vamos a intentar avanzar para que nos dé tiempo a llegar a la parte de la poesía. D'avancer un petit peu pour arriver à la partie poétique. Parce que c'est vraiment impressionnant votre ouvrage, votre travail, toutes ces choses. On pourrait effectivement y passer des heures et on devrait probablement le faire, peut-être une conférence spécifique sur votre œuvre, sans aucun doute nous allons y songer, essayer de l'organiser. Mais une dernière image. Le cimetière fini, parce que là je ne peux pas la raconter l'histoire. Voilà le cimetière fini. Voilà. Vous voyez la grande diagonale qui dirige le son de la Mecque. Vous avez 7 circonférences, vous voyez les tombes, et sur chaque tombe, vous avez le nom du défunt, et quand le soleil se lève, il y a un ombre qui est posée, et ça tourne autour de la tombe, comme les gens, les pèlerins autour de la Kaaba. Voilà, il est fini. Toda la iconografía, todo el simbolismo también está en el libro. Toute
l'iconographie, tout le symbolisme, on retrouve tout ça dans le livre. C'est vrai, c'est extrêmement dommage de devoir nous en arrêter là. C'est un travail extrêmement prolifique, un travail magnifique réalisé par Rachid Koraïchi. On pourrait approfondir certainement beaucoup plus et je crois que c'est une idée qu'il faudrait exploiter. Avant cette séance, nous en avions déjà parlé. Je crois qu'il faut vraiment faire connaître, diffuser beaucoup plus en Espagne l'œuvre de cet artiste depuis Casa Árabe. Je m'engage à travailler pour cela. Nous allons de toute façon revenir sur le travail de Rachid parce que les illustrations du livre Prodige sont aussi merveilleuses, ce qui nous mène à aborder la seconde partie, le récital de poésie. Je vais donc inviter avec nous une scène modeste, mais il y a de la place néanmoins pour tout le monde. Je vais donc inviter les deux personnes qui vont réciter, Samuel Lagos et Abdelhamid Zanaidi. Ils vont se livrer donc à ce récital de poésie. Et donc, outre la partie performance, je dois préciser qu'ils sont également certains des traducteurs des poèmes du livre. Et puis je souhaite citer aussi Ramesh Vital qui va nous accompagner aux luttes. Un applaudissement pour eux, merci. Y ya están viendo en la pantalla las magníficas imágenes que ilustran el libro. Así que yo ahora me callo y dejo la palabra o el momento a James y a nuestros amigos. Je leur cède donc la parole. Clásico andalusí y argentino.
ألا ليتنا مجنون ليلى ألا ليتنا كنا غزالين نرتعي رياضا في الحوذان في بلد قفر ألا ليتنا كنا حمامي مفازة نطير ونأوي بالعشي إلى وكر ألا ليتنا حوتان في البحر نرتمي إذا نحن أمسينا نلجح في البحر ويا ليتنا نحيا جميعا وليتنا نصير إذا متنا ضجيعين في قبر ضجيعين في قبر عن الناس معزلين ونقرن يوم البعث والحشر والنشر. شكرا. Majnun Leila, ojalá fuéramos. Traducción de Milagros Nuin. Ojalá fuéramos dos gacelas que pastan en un prado de ranúnculos en un país remoto. Ojalá fuéramos dos palomas de un páramo que voláramos y nos refugiáramos al anochecer en el nido. Ojalá fuéramos dos peces que nadan en el agua y al atardecer nos sumergiéramos en alta mar. Ojalá viviéramos juntos. Ojalá al morir yaciéramos juntos en la sepultura. Acostados en la tumba, apartados de la gente, simultaneando el día de la resurrección y el de la congregación de la humanidad y la vida eterna. دين الحب ابن عربي. ومن عجب الأشياء ظبي مبرقع يشير بعناب ويومي بأجفان ومرعاه ما بين الترائب والحشا ويا عجبا من روضة وسط نيران لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Ibn Arabi, La religión del amor, traducción de Abdelhamid Said. Cuán divina la gacela, en velo cubierta, con hocico indica, con párpados señala. Adentro las costillas y las entrañas, campo de vida abriga. Oh, qué divino el vergel, que entre llamas se halla. Devino mi corazón a toda imagen receptivo. Campos de gacelas, conventos de monjes, tablas de la Torá, versículos del Corán, templo de ídolos, meca de peregrinos. Allende vayan las monturas profesaré yo el amor divino, pues será mi fe, será mi religión. خربشات طفولية. خطيئتي ومن بنا كان بلا أخطاء أني بقيت مؤمنا بزرقة السماء وأنني أعتبر الأشجار والنجوم والغيوم أصدقاء
وأني جعلت من قصائدي عاصمة تحكمها النساء، فأي ثغر مغلق يقول في مملكتي جميع ما يشاء، وأي نهد خائف يقدر أن يطير أو يحط في الوقت الذي يشاء. Nisar Qabbani, Garabatos de niño, traducción de Samuel Lagos. Mi pecado, pues ¿quién está libre de pecado? Ha sido continuar creyendo en el azul del cielo, considerar los árboles, las estrellas, las nubes como amigos. He hecho de mis poemas una ciudad donde gobiernan las mujeres. Cada boca cerrada dice en mi reino aquello que desea. Cada seno temeroso puede, cuando le plazca, posarse o echar a volar. دمشق أو مأتي، جئت إليك حنجرة يتيمة، أقتات أنسج صوتها الشفقي من لغة رجيمة، تتبطن الدنيا وتخلع باب حكمتها القديمة. وأتيت لي نجم ولي نار كليمة، يا نجم رد للمجوس وأنت يا نار استبيحي، فالكون من ورق وريح، ودمشق سرة ياسمين، حبلى تمد أريجها سقفا وتنظر الجنين. Adonis, Damasco, traducción de Rosa Isabel Martínez de Lillo. Me hiciste una señal, a ti vine, cual huérfana garganta, nutriéndome, tejiendo su voz crepuscular de una lengua maldita, que el mundo cubre arrancando la puerta de un saber ancestral. Vine con estrellas y fuegos elocuentes. Estrella, tráeme a los Reyes Magos, y tú, muéstrate, fuego, pues el cosmos es solo de papel y de fuego. Damasco, ombligo de jazmín en cinta cuyo aroma, cual techo se extiende mirando a la criatura por nacer.
الشمس no sé si funciona el micrófono. Ahora. Gracias. الشمس أنت ابن زيدون. متى أبثك ما بي يا راحتي وعذابي. متى ينوب لساني في شرحه عن كتابي. الله يعلم أني أصبحت فيك لما بي. فلا يطيب طعامي ولا يسوغ شرابي. يا فتنة المتقر وحجة المتصابي. الشمس أنت توارت عن ناظري بالحجاب. ما البدر شف سناه على رقيق السحاب. إلا كوجهك لما أضاء تحت النقاب. Ibn Saidún, tú eres el sol, traducción de María Luisa Preto. ¿Cuándo podré revelarte lo que siento? Tú, mi calma, mi tormento. ¿Cuándo podrá mi lengua sustituir a mis cartas para declarar mis sentimientos? Dios sabe que por ti estoy así, sin paladear la comida ni degustar la bebida. Tú, tentación del juicioso y argumento del frívolo, eres el sol, oculta de mi vista por el velo, y la luna, cuyo resplandor se transparenta a través de una tenue nube. Es como tu rostro cuando resplandece tras el velo. موشح لي ابن الخطيب. جاذك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. إذ يقود الدهر أشتات المنى ننقل الخطوة على ما ترسم. زمرا بين فرادى وثنى مثل ما يدعو الحجيج الموسم. والحيا قد جلل الروض سنا فثغور الزهر منه تبسم. وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك عن أنس. فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى ولولا شموس الغرر. مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر. وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر. حين لذ النوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس. غارت الشهب بنا أو كما أثرت فينا عيون النرجس. Ibn al-Hatib Muassaja, traducción de Milagros Nuin. Te regona abundancia la nube, y ella es mi preocupación. Oh tiempo del amor en Al-Ándalus, solo un sueño fue la unión contigo, durante un dormitar o una mirada a hurtadillas, ya que el destino conduce a la dispersión de los deseos, guiando el paso a lo que dibuja una melodía entre la unidad y el dúo, igual que convoca a los enviados la temporada. El pudor ha elevado el jardín en dignidad, y las bocas de las flores en él sonríen. El ganado abreva en el agua del cielo. ¿Cómo beberá Malik de Anas? La belleza se ha revestido con un ropaje señalado, en el que resplandece con la más espléndida túnica, en las noches que ocultan el secreto del amor con la oscuridad. Si no fuera por los soles del descuido, la estrella de la copa se inclinaría y caería. De caminar recto, de consecuencias felices, un deseo en el que no hay más falta que haber pasado, como un abrir y cerrar de ojos. Cuando la compañía endulzaba algo, o cuando la mañana atacaba como un guardián, las estrellas se ocultaron en el horizonte, o tal vez nos impresionaron los ojos de los narcisos. أنا الحب الأمير عبد القادر. أنا الحب والمحبوب والحب جملة. أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا. أقول أنا وهل هنا غير من أنا. فما زلت في أنا ولوها وحيرانا. ففي أنا كل ما يؤمله الورى. فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا. ومن شاء توراة ومن شاء إنجيلا. ومن شاء مزمارا زبورا وتبيانا. ومن شاء مسجدا يناجيه ربه. ومن شاء بيعة ناقوسا وصلبانا. ومن شاء كعبة يقبل ركنها. ومن شاء أصناما ومن شاء أوثانا. ومن شاء خلوة يكن بها خاليا. ومن شاء خانة يغازل غزلانا. ففي أنا ما قد كان أهو كائن. لقد صح عندنا دليلا وبرهانا. Emir Abdel Qader, yo soy el amante y el amado. Traducción de Víctor Ajraj.
Yo soy el amante y el amado, el amor en suma. Yo soy el que ama y es correspondido, en secreto y en presencia de todos, digo yo. Pero ¿acaso hay algo más? Todavía permanezco confuso y perdido en mí, pues me habito todo aquello en lo que fijan sus esperanzas los hombres. Quien lo desee, Corán. Quien lo prefiera, que exija fundamentos. Quien quiera, Torá. Quien no, Evangelio. Elíjase letanías, salmos o recitación. Quien lo desee, mezquita para sincerarse. Prefiérase sistro o cruz o shahada. Búscase la Kaaba para besar la piedra, o tal vez ídolos y reliquias. Quien lo anhele, la libertad de la asceta. Quien lo estime mejor, que cante a las mozas en las tabernas, porque en mí todo aquello que es o alguna vez ha sido, se alza para revelar por sí solo la evidencia. Muchas gracias.
Thank you.